Tout de même, on sent qu'il a une sensibilité... une vraie sensibilité sur les affaires du monde. Enfin, je pense notamment à propos du monde musulman. On lui a remis, lors du passage au Proche-Orient d'un de ses émissaires, une lettre du Hamas. Donc, il n'est pas question publiquement maintenant de parler du Hamas, mais on peut tout de même imaginer. Est-ce que vous pensez que les choses peuvent rester en l'état en ce qui concerne le Proche-Orient après ce qu'on a vécu en fin d'année dernière, au début de l'année? Non, il va avancer. Alors, comme vous le dites, c'est vrai, il a une culture internationale parce que c'est dû à son parcours personnel. Il a un véritable intérêt pour ça. Et en même temps, là, je vous rejoins, c'est vrai qu'il va jouer sur la coopération internationale parce que il y a une véritable prise en compte, une véritable conscience que les États-Unis ne peuvent plus tout faire tout seuls et qu'ils ont besoin de tout le monde pour pouvoir gérer les dossiers. Donc, ils vont s'appuyer sûrement sur l'Europe sur certains dossiers, s'appuyer sur les alliés dans la région proche-orientale pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Donc, on voit quelques mouvements qui se dessinent très clairement dans la politique étrangère. Je pense que plus précisément sur la question du Proche-Orient que vous soulevez, je pense que l'administration Obama innove déjà depuis quelques mois dans leur approche du conflit israélo-palestinien. C'est notamment dans l'approche, on pourrait dire, plus holistique, plus régionale du dossier. C'est-à-dire qu'on va plus regarder Israël-Palestine comme un dossier isolé, mais dans cet arc de crise finalement qui va des territoires palestiniens en passant par l'Irak, la Syrie jusqu'au Pakistan. Et je pense que là, on aura effectivement un vrai changement dans cette approche plus globaliste du dossier israélo-palestinien. Alors ensuite, avec le résultat des élections israéliennes avec Benjamin Netanyahou. Alors, est-ce que cela ne remet pas en cause justement la stratégie américaine? Et il y a notamment un dossier sur lequel Israël et les États-Unis s'opposent, c'est l'Iran. Ils sont complètement en contradiction. Obama souhaite s'ouvrir vers l'Iran, une politique d'ouverture, alors qu'Israël est tout à fait dans le contraire. Netanyahou est arrivé au pouvoir à cause de son discours anti-iranien. Donc là, on aura effectivement un réel problème. Alors, on va voir arriver ce tout nouveau président, tout neuf, là, tout élégant et tout excitant pour nous tous, franchement. On va le voir arriver en Europe au mois d'avril pour le G20. Est-ce qu'on risque d'avoir des surprises, nous qui sommes aussi confrontés à cette terrible crise économique, et puis on sent pas une unité, c'est pas évident, sur les réponses à apporter à cette crise, notamment sur le plan financier. Donc, est-ce qu'on risque d'être, quel genre de message il peut apporter Obama face à cette Europe? Là, le point principal, ça va être la question de la régulation qui va vraiment être le point dominant de cette réunion à Londres. Est-ce qu'à un moment, il va falloir mieux réguler ce monde économique parce que ça a été vu comme une des causes de la crise financière aux États-Unis. Et est-ce qu'il va y avoir une possibilité de travailler ensemble pour résoudre cette crise économique? Est-ce que tout le monde va voir? On voit que déjà qu'en Europe, il y a une difficulté pour travailler ensemble, pour établir un plan de relance global européen. Donc, est-ce que Barack Obama va demander aux Européens de plus travailler entre eux pour arriver à trouver des solutions globales? Mais sur le fond, vous le trouvez plus radical que les dirigeants européens, à l'égard des réformes nécessaires au système financier? Il va plus loin, il met beaucoup plus d'argent, il investit beaucoup plus. Alors il creuse les déficits, donc maintenant on va falloir voir s'il arrive à les résorber par la suite. Oui, il a les mesures innovantes parce que il travaille de manière holistique, tout est un tout, il travaille de manière globale, c'est-à-dire que un plan de relance, on s'occupe aussi des questions énergétiques parce que l'environnement c'est une question qui est porteur d'avenir, donc il joue un peu sur tous les dossiers. La question de l'automobile qui est majeure aux États-Unis, c'est un grand pan de l'économie américaine. Il l'axe énormément. De l'histoire américaine aussi, il l'a rappelé. Exactement. Alors après, il y a les questions de protectionnisme qui, à mon avis, sont un peu à limiter. On parle beaucoup de protectionnisme et on voit que le Buy American a été un peu retoqué au Sénat, donc ça ne sera pas aussi prégnant que ce qu'on pouvait s'y attendre. Donc, il essaye vraiment de jouer sur toutes les ficelles qu'il peut y avoir au niveau économique. Sur le comportement capitalistique, quand par exemple il plafonne les émoluments des entrepreneurs qui ont bénéficié d'argent public. Donc comment ça peut être perçu aux États-Unis? Je pense que philosophiquement c'est très important pour les Américains. Ils sont prêts. Je pense qu'ils sont prêts. Je pense même que c'est une demande des citoyens américains. Il est vraiment en phase, en symbiose avec les Américains sur ce plan-là. Ils ont trop vu ce gâchis, ce manque d'honnêteté au niveau de Wall Street. Je pense que là, il répond vraiment à une demande américaine. Donc il est en
l'emphase. Mais juste pour rappeler les 3 volets, parce qu'on parle tout le temps du plan de relance, mais juste pour reparler du contenu concret de son plan. Il est assez original finalement et se distingue sur ce plan du New Deal, par exemple, de Franklin Roosevelt. Je pense qu'on peut pas comparer les 2 projets. Il a les circonstances non plus. Voilà, exactement. Donc il a 3 volets, c'est les dépenses publiques dans les infrastructures, également dans l'éducation, dans la reconstruction d'écoles. Il a réitéré ce point-là dans son discours hier. Il y a un volet réduction fiscale qui était une demande républicaine. Donc là, les démocrates ont fait de grandes concessions. Et puis enfin, il y a un volet programmes sociaux et soutien à l'emploi. Et c'est là où effectivement les républicains se disent c'est beaucoup de dépenses pour peut-être peu de rentabilité. Donc il a réussi finalement à faire ce compromis, mais finalement ce compromis fait que ni les démocrates ni les républicains sont complètement satisfaits. Alors on recevait à cette même antenne il y a 2 jours, je crois, Thomas Friedman, qui est un grand journaliste du New York Times, enfin prix Pulitzer 3 fois, c'est quand même pas mal. Et il nous disait, on sent bien qu'il a une fibre démocrate, mais il nous disait, j'espère qu'il sera aussi radical, encore plus radical que ce que ses électeurs ont espéré lorsqu'ils ont glissé dans le bulletin leur urne. Est-ce que, à votre avis, c'est une des clés de la réussite de cet homme pour les temps à venir? Je ne pense pas qu'il pourra être aussi radical que certains démocrates progressistes le souhaiteraient. D'autant plus qu'il a axé tout son discours de campagne, de transition et également d'élection sur justement son approche bipartisane de la vie politique. Alors on voit que finalement Obama est un peu pris au piège dans cette rhétorique-là. On l'a vu très clairement sur son plan de relance, où finalement ce plan de relance sonne un peu l'échec de son approche bipartisane, mais il va devoir constamment faire cet exercice d'équilibre très délicat entre la majorité démocrate au Congrès et puis des républicains qui souhaitent quand même continuellement rallier à sa politique. Et je pensais aux inquiétudes des ONG, notamment en ce qui concerne les droits de l'homme. On commence à entendre un petit peu ça ou lire ça dans la presse. Enfin, qui est cet homme, au fond? Oui, la question se pose un peu. On voit dans les journaux américains, il y a eu déjà des premières critiques de Barack Obama. C'est assez intéressant de voir la différence où on a été porté au nu pendant la campagne et la période de transition. Et puis là, on se rend compte que Barack Obama est aux affaires, que finalement il va être pragmatique, que les questions des droits de l'homme, ça va pas forcément dominer quand il va y avoir la réalité économique qui va être présente. Donc ce Barack Obama qui devient un président, qui devient un homme, alors on peut pas dire normal puisqu'il est quand même président. Il est quand même président des États-Unis, mais qui descend un peu de ce piédestal et qui a maintenant la main dans le cambouis et qui doit vraiment faire avancer les dossiers. Mademoiselle, je vous remercie infiniment pour votre expertise. Donc je remercie Alexandra Dehoop-Scheffer de l'Institut d'études politiques de Paris, puis Charlotte Lepris, chercheur à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, est revenue nous voir.